Marlène Schiappa, bonjour. Notre incapacité concernant les violences faites aux femmes est une honte pour notre pays. Qui a dit cela? Le président de la République. Le premier. Et vous diriez la même chose, évidemment. Absolument. Et Nicole Belloubet, qui était à votre place la semaine dernière, qui disait exactement la même chose. 100 femmes, 101 femmes tuées par leur conjoint, leur compagnon ou leur mari depuis janvier. Mais je n'oublie pas aussi les dizaines de femmes, dizaines de milliers de femmes qui ont été violées ou victimes de tentatives de viol, qui ont été défigurées, qui ont été frappées, qui ont été blessées. Aujourd'hui, ouverture du Grenelle des violences conjugales jusqu'au 25 novembre. Alors, les ministres concernés seront là, les associations, les services publics, les acteurs de terrain. Certaines familles de victimes, pas toutes, certaines regrettent de ne pas être invitées. Elles pourront venir quand même ou pas? Non? Participer à ce Grenelle? Alors, c'est un Grenelle qui se passe à Matignon. À Matignon, techniquement, il y a 80 places environ. Bon. Et donc, moi, j'organise des portes ouvertes 2 jours après, le 5, ce jeudi, pour toutes les familles de victimes de féminicide qui souhaitent être entendues par les pouvoirs publics. Je veux qu'aucune famille qui a envie de parler au pouvoir public ne soit pas entendue. Donc, elles seront toutes reçues. 3 axes, 3 mois de débat, 3 axes dans ce débat, la prévention, la prise en charge des victimes et les sanctions contre les auteurs de ces violences. On est bien d'accord, hein? Bon, on va commencer avec la prévention. La prévention, je vous pose des questions toutes simples, on va être très concret. Je sais que des annonces vont être faites par le Premier ministre tout à l'heure. Annonce forte. Absolument, c'est le Premier ministre. Alors, le Premier ministre reçoit ce Grenelle des violences conjugales. C'est lui qui l'a introduit, c'est un engagement très fort. Ça n'est jamais arrivé auparavant qu'un Premier ministre à Matignon reçoive toutes ces personnes qui habituellement travaillent chacune dans leur coin. C'est ça vraiment l'utilité du Grenelle des violences conjugales. C'est un outil au service de la lutte contre les violences conjugales qui met tout le monde autour de la même table. Sauf qu'on sait ce qu'il faut faire. Franchement, on sait ce qu'il faut faire, non? Moi, j'entends, depuis qu'on a annoncé le lancement du Grenelle des violences conjugales, j'entends plein de gens avoir plein de solutions magiques et plein de gens dire « Moi, je sais, il faut faire ça, il n'y aura plus de violences conjugales ». Moi, je crois très sincèrement et très profondément que si quelqu'un avait la solution magique, les gouvernements qui nous ont précédés auraient mis en œuvre cette solution magique. Mais non. Ça veut dire non. Mais non, parce qu'il faut les moyens. C'est bien beau, les idées, mais si les idées ne sont pas accompagnées de moyens financiers, ça ne sert à rien. Non, alors donnez-moi la solution magique. Alors, pas la solution magique, mais il y a des pays qui ont réussi. Bien sûr. Vous le savez très bien, Marlène Schiappa, divisé par 2 le nombre de violences faites aux femmes. Oui. C'est pas avec une baguette magique et c'est pas avec des moyens considérables. Et des moyens financiers. Alors, moi je voudrais plus ou moins que chez nous. On peut plus ou moins que chez nous. Exactement pareil. En Espagne, oui, exactement pareil. Il y a beaucoup de fausses informations qui circulent à cet égard. Moi, j'entends beaucoup dire le chiffre de 1 milliard. J'entends plein de gens dire l'Espagne a mis 1 milliard d'euros pour lutter contre les violences. Et alors, tout le monde recopie et répète « Ah oui, c'est vrai, l'Espagne a mis 1 milliard d'euros contre les violences ». C'est pas vrai. C'était un engagement théorique des partis politiques. Même Mariano Rajoy, qui n'est pas un féministe radical, le dit, il n'y a pas eu 1 milliard. Ce n'est pas une question d'1 milliard. C'est une question... Non, pas du tout. En France, c'est 530 millions par an. Et en Espagne, pour l'instant, il n'y a pas plus de moyens. C'est pas 530 millions par an consacrés aux violences faites aux femmes. C'est 530 millions d'euros par an sur l'égalité entre les femmes et les hommes. Mais c'est pas tout à fait pareil, Marlène Schiappa. C'est combien d'argent consacré aux violences faites aux femmes? Alors, je vais vous répondre. Il y a 2 modes de calcul différents. Il y a le mode de calcul qui prend en compte uniquement les subventions attribuées aux associations. Ça a augmenté de 30%. Mais est-ce qu'on peut considérer que dans ce pays, il n'y a que les associations qui soutiennent les femmes victimes de violences? Non. Donc, dans le budget et dans les chiffres qui sont brandis ici et là, on ne prend pas en compte, par exemple, les salaires. Mais je suis en train de vous répondre, on ne prend pas en compte, par exemple, les salaires des 20 policiers et des 20 gendarmes qui répondent 24 heures sur 24 à la plateforme sur servicepublic.fr qui est dédiée aux femmes victimes de violences. Donc c'est improbable de faire des calculs en prenant uniquement les subventions accordées aux associations. Il faudrait prendre en compte, il n'y a pas les salaires. À la lutte contre les inégalités entre les femmes et les hommes, combien consacré à la lutte contre les violences faites aux femmes. Combien? Mais c'est pas un manque de volonté de ma part de vous répondre. Vous avez un pourcentage ou rien? Non, je n'ai pas de pourcentage. C'est pas que je ne sais pas, c'est qu'en fait, il faut arrêter de penser comme ça. Il y a pas. Non, je vous réponds là-dessus. C'est exactement ça qui fait qu'on n'avance pas sur l'égalité femmes-hommes, c'est que tout le monde pense en silo. On pense qu'il y aurait d'un côté les inégalités de salaire, de l'autre côté le harcèlement sexuel, par exemple. Mais quel est le mécanisme qui produit du harcèlement sexuel? C'est aussi le fait que les femmes sont moins souvent en position de pouvoir que les hommes. Donc les
les hommes ont du pouvoir et donc s'en servent pour produire du harcèlement sexuel. Donc non, quand mais il y a le harcèlement sexuel. On lutte pour l'égalité salariale, on lutte aussi contre le harcèlement sexuel. C'est un cercle vertueux qui se met en œuvre. On ne peut pas diviser comme ça avec d'un côté tel thème. Mais je voudrais en revenir aux violences faites aux femmes. Alors, la prévention, placer les conjoints violents sous surveillance, ça me paraît évident. Hein, oui. Ça vous paraît évident, vous aussi, j'imagine. Avec des bracelets électroniques qui seraient utiles pour ces femmes qui sont menacées. Par exemple, absolument. Par exemple, on en est où? C'est quelque chose que l'Espagne a fait, là, par exemple, et qui fonctionne. Combien de bracelets actifs en France aujourd'hui? Pour l'instant, aujourd'hui, il n'y en a pas parce que... La loi date de 2017. Non, la loi est encore plus ancienne que cela, mais elle n'a jamais été mise en œuvre. Et donc, Nicole Belloubet, parce qu'il y a des questions techniques, législatives, en fait. L'idée, pour que ce bracelet d'éloignement fonctionne... Ça manque d'argent aussi, non? Non, pas du tout. Je vous explique. Pour que ce bracelet fonctionne et qu'il ait une plus-value par rapport au téléphone grave danger qui existe déjà, il y a 2 préalables nécessaires. 1, c'est que techniquement, il puisse alerter directement les forces de l'ordre. Et 2, c'est qu'il puisse être donné en pré-sententiel, c'est-à-dire avant même qu'il y ait une décision de justice. Or, nous sommes dans un pays qui a une constitution, qui est attachée au respect des libertés. Et donc, pour que vous puissiez munir quelqu'un d'un bracelet qui va le géolocaliser alors qu'il n'y a pas eu encore de condamnation en justice, il faut une modification législative. Donc, vous allez changer la loi? Absolument. À l'automne, il y a 2 députés qui vont porter une proposition de loi pour changer la loi et que ces bracelets puissent exister. Dont un député qui s'appelle Aurélien Pradier? Pas du tout. Ah, pas du tout. Non, ça n'a rien à voir. Ah bon, d'accord. Ce sont 2 autres députés. Évidemment, il est républicain, donc là... Non, mais si Aurélien Pradier, il est député, il peut proposer des lois. D'ailleurs, vous soutiendrez? Il a une proposition de loi intéressante. Il ne me l'a pas adressé. Le 10 octobre. Il ne me l'a pas adressé, donc pour l'instant, je n'ai pas connaissance de sa proposition de loi, mais s'il me l'adresse... Vous le soutiendrez. Le gouvernement la soutiendra. Alors, moi, je soutiendrai tout ce qui pourra faire avancer les choses. Je vous dis ça parce que sur ce terrain-là, il faut éviter les querelles politiciennes. Vous êtes bien d'accord, hein, Marlène Schiappa? Évidemment, c'est ce que je dis depuis toujours. Et d'ailleurs, au Grenelle des violences conjugales, il y aura des parlementaires de tous les bords politiques parce que nous avons fait en sorte que tout le monde s'engage avec le gouvernement. Pour développer les bracelets électroniques obligatoires, il y aura donc un changement dans la loi. Absolument, à l'automne. Et ensuite, il y aura un marché public à lancer, puisqu'il y a des règles et c'est encadré, pour faire en sorte que le plus tôt possible, donc en 2020, on puisse munir de ces bracelets d'éloignement. La prévention, encore, le téléphone grave danger, on est bien d'accord. Oui. Hein, si une femme vient porter plainte et que son conjoint a un port d'arme, que se passe-t-il? Est-ce qu'on lui supprime son port d'arme? Pour l'instant, c'est pas automatique. Et voilà. Dommage. Et absolument. Mais à qui le dites-vous? Parce que moi, je me base sur ce sujet. Vous voudriez changer la loi, là encore? Moi, ce que je voudrais faire, c'est d'abord attirer l'attention de chacun, parce qu'on a tendance à dire elle est morte sous les coups de son conjoint. En fait, quand on regarde les chiffres et qu'on étudie sérieusement les dossiers, la première cause de mortalité quand un homme a tué sa femme, le premier mode opératoire, comme dit le ministère de l'Intérieur, ce sont les armes à feu. Donc il y a véritablement un sujet. Donc on enlève le port d'armes d'un mari qui menace sa femme. Ça fait partie des choses qui seront débattues lors du Grenelle des violences conjugales. Le ministre de l'Intérieur... Nous verrons. Je ne peux pas, moi, avant le Grenelle des violences conjugales, dire... Vous pouvez me dire si vous êtes favorable à ça ou pas, quand même, Marlène Schiappa. Non, parce que ça doit être débattu avec les experts lors du Grenelle des violences conjugales. Sur la question, j'ai évidemment un avis, mais je veux d'abord entendre les avis des experts, des uns et des autres, et c'est le ministre de l'Intérieur qui tranchera sur ce sujet. Vous avez votre avis, donc donnez-le. Vous savez qu'ici, on est là pour donner son avis, on est là pour dire la vérité, on est là pour répondre aux questions, Marlène Schiappa. C'est ce que je fais. Non, pas vraiment, là. La preuve. Interdire la résidence alternée. Oui. Vous êtes d'accord ou pas? Vous êtes favorable? Je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, oui. Bon. Je crois que quand un homme est un conjoint violent, un mari violent, il ne peut pas être un bon père. Ce n'est pas vrai. J'entends ici et là dire il faudrait maintenir le lien, etc. Non, je suis désolée. Quand un homme frappe la mère de ses enfants en présence des enfants, voire tue la mère de ses enfants en présence des enfants, comme c'est très souvent le cas, ce n'est pas un bon père. Suspendre l'autorité parentale. Ça fera partie des choses qui seront discutées lors du Grenelle des violences conjugales. Nous avons demandé à Adrien Taquet. Vous êtes favorable? Nous en discuterons lors du Grenelle des violences conjugales. Vous m'amusez. Mais sinon, on peut faire le Grenelle des violences conjugales, vous et moi, et je prends des engagements toute seule. L'idée de ce Grenelle, c'est justement de travailler ensemble. Très bien. Mais vous avez des avis sur la question. Vous travaillez sur ce sujet depuis des mois et des mois. Bien sûr. Marlène Schiappa, donc suspendre l'autorité parentale, oui ou non, y êtes-vous favorable? Nous verrons. Ce qui ressortira du Grenelle des violences conjugales, c'est à 15h, un tout petit peu de patience. Le Premier ministre va s'engager. Il s'agit de dire ce qui est au fond de vous, ce que vous souhaitez, quels sont les objectifs.
que vous souhaitez atteindre. Les objectifs que je souhaite atteindre, je les ai donnés dans le cadre de ce Grenelle des violences conjugales. C'est mieux prévenir, donc ça passe par l'éducation, mieux prendre en charge, ça passe par l'accompagnement, et mieux punir, donc mieux sanctionner. Et ça, c'est un travail collectif. Ça fait des mois qu'on construit avec les associations et avec tous les ministères ce Grenelle des violences conjugales. Les annonces, elles seront faites par le Premier ministre à 15h au début de ce Grenelle des violences conjugales. Je me demande pourquoi vous acceptez une invitation quand vous me dites sans cesse, bah non, de toute façon, les annonces seront faites dans l'après-midi. Marlène Schiappa. Vous savez que ça, c'est absolument insupportable. Moi, je vous invite. Si je vous invite, c'est pour que vous donniez des réponses. Les sanctions. On peut arrêter l'interview, Jean-Jacques Bourdin. Pourquoi pas? Vous savez, ça va arriver. Écoutez, je sais que ça vous est arrivé. Moi, je suis là pour répondre à vos questions. Je suis là pour donner impulsion du gouvernement. Des tribunaux spécialisés. On parle de sanctions. Mais je vais pas. Des tribunaux spécialisés ou pas? Ça va faire partie des choses qui seront débattues. Si vous voulez, on peut discuter des tribunaux spécialisés. Ça a été fait en Espagne. Oui. Il y a une particularité et une difficulté sur les tribunaux spécialisés, c'est que ça crée une forme d'inégalité territoriale. Moi, comme vous le savez, je suis parisienne, mais je suis élue de la Sarthe, originaire de Corse. Donc les inégalités territoriales, je les vois profondément. Si on crée un tribunal spécialisé par région, il y en aura un, par exemple, à Marseille. Quand votre fille a été victime de violences conjugales ou de féminicide à Ajaccio, ça veut dire que vous devrez prendre l'avion ou le bateau pour vous rendre jusqu'à Marseille. Ça crée une forme d'inégalité territoriale. Néanmoins, est-ce qu'on peut mieux former les magistrats? Je le crois profondément. Quand on voit que des choses comme les téléphones grave danger ne sont pas assez attribuées par décision de justice, que les ordonnances de protection ne sont pas assez utilisées, c'est le sens de la circulaire de Nicole Belloubet, on voit qu'il y a des progrès énormes à faire. Vous savez comment ça se passe en Espagne? Vous le savez mieux que moi. Les juges ont 72 heures maximum pour instruire le dossier et le procès doit se tenir dans les 15 jours. Oui. Mais c'est impossible en France, Marlène Schiappa, impossible. Moi, ce que j'observe, c'est qu'effectivement, les délais sont très longs. Et sur le constat, moi, j'ai eu à traiter énormément de dossiers quand j'ai reçu ensuite les familles de femmes qui avaient porté plainte à un moment. Et entre la plainte et la date du procès, elles ont été tuées. Donc oui, les délais de la justice sont beaucoup trop longs. L'hébergement d'urgence, où est-ce qu'on en est? On avance, il y a des places qui ont été créées. On avance, mais d'accord. Alors, j'ai un tableau. Là, je peux vous répondre. Allez-y. Voilà. Répondez-moi. Là, vous allez enfin avoir une réponse concrète. Enfin. Oui, mais je vais dans votre sens. Et il y a eu, sur l'année 2018, il y a eu très précisément 5131 places qui ont été créées. On s'était engagé sur 5000, il y en a 5131. Sur 2019, jusqu'au 31 juillet, vous avez 305 places qui ont été créées. Et à partir du 1er août, 279 nouvelles places qui ont été créées. Combien à la fin de l'année 2019 ? À la fin de l'année 2019, on sera sur un total du coup de plus de 5500, entre 5000 et 6000 places en tout. Dont 584 nouvelles places sur l'année 2019. Mais pour moi, il y a un sujet vraiment important, deux sujets en fait, importants sur la question de l'hébergement. D'abord, c'est la qualité. Parce que souvent, on parle des chiffres en disant, bon, 5000, c'est bien, c'est mieux que 4000, c'est moins bien que 6000, etc. La question primordiale, c'est la qualité. Parce que moi, ça m'est arrivé, quand j'étais élue locale en charge de ces questions, de proposer un hébergement à une femme victime de violences conjugales qui me dit non. Qui me dit, je ne veux pas quitter mon domicile pour partir avec mes enfants dans un foyer où je serais peut-être, je ne sais pas comment, dans un dortoir avec d'autres femmes. Il n'y aura pas de place pour mes enfants, je ne serai pas en sécurité, je vais tomber dans la précarité, etc. Cet été, je suis allée au mois d'août visiter le FIT, le foyer Une femme, un toit. Il y a une jeune femme qui m'a dit qu'elle avait été logée en hôtel social et qu'elle a été agressée sexuellement dans l'hôtel social où elle était logée pour se protéger des violences conjugales. Vous vous rendez compte des parcours que ça produit. Donc on a vraiment un sujet de qualité de l'hébergement et également un sujet de répartition, de maillage territorial à travers les régions. Je vous raconte rapidement une dernière chose sur ce sujet, très rapidement. Parce que j'ai d'autres questions. Vous savez que d'un département à l'autre, les informations ne se communiquent pas toujours. Il m'est arrivé d'aller dans un département et de voir une place disponible en foyer, de poursuivre ma visite dans un autre département et qu'on me dise on n'a pas de place ici pour loger les femmes. Je dis attendez, à 20 minutes en voiture, je viens de partir d'un foyer où il y avait une place. Ah oui, mais on n'a pas accès parce que ce sont les données d'un autre département. Ça, il faudra y apporter des réponses. Alors, deux questions pour terminer. 3919, ça c'est le numéro qui est mis en place pour aider toutes ces femmes qui ont peur, qui doivent appeler, qui ont besoin de renseignements, qui appellent au secours. 3919, absolument. On est bien d'accord. 3919, c'est un numéro qui peut orienter également les témoins. Et je voudrais dire que la campagne que nous menons, elle produit ses effets, puisque d'habitude, il y a environ 250 appels le lundi. Et hier, l'association qui gère le 3919 nous dit qu'elle a reçu 638 appels. Ça veut dire que chacun s'en saisit. Partagez-le à la machine à café, au repas, à la sortie de l'école. Le 3919,
3919, il y a forcément dans les entourages des gens qui vous regardent, Jean-Jacques Bourdin, des personnes qui ont besoin du 3919. Alors, Marlène Schiappa, j'ai une dernière question. Je reviens aux chiffres et à l'argent, au budget. Est-ce qu'il va y avoir de l'argent en plus Oui. Oui, c'est le Premier ministre qui va l'annoncer, non? Absolument, mais l'argent... Non, mais moi, ce que je voudrais dire sur la question des moyens... C'est quoi, alors? Eh bien, l'argent, c'est un moyen. Combien? L'argent, c'est pas une fin. Combien, Marlène Schiappa? Je vais vous dire, Jean-Jacques Bourdin, j'ai augmenté de 30%. L'argent, c'est pas... Mais ça sert, là, c'est utile. Mais bien sûr, ça sert, je vais vous le dire. Oui. Mais c'est pas non plus... c'est une cause nationale. C'est la grande cause du quinquennat du président de la République. Alors, on y va. Alors, ce que je vais vous dire, la première chose, c'est qu'il n'y a pas d'argent magique. Moi, j'ai augmenté de 30% les subventions des associations. Est-ce qu'il y a eu moins 30% de violences conjugales? Non. Donc, on ne peut pas considérer que ce serait un automatisme et que parce qu'on va faire un chèque de temps, les féminicides cessent du jour au lendemain. Ce n'est pas vrai. Mais ensuite, l'argent, c'est un moyen au service de quelque chose. Donc, sérieusement, nous avons construit de nouvelles politiques publiques qu'Édouard Philippe annoncera. Et évidemment, elles seront toutes financées par le gouvernement, comme l'annoncera le Premier ministre cet après-midi au Grenelle des violences conjugales. Marlène Schiappa, à Bourg-en-Bresse, la communauté d'agglomération va payer 90 000 € d'amende. Pourquoi? Pour avoir embauché trop de femmes. Le préfet applique la loi. Vous validez cette sanction? D'abord, moi, je n'ai pas validé ou pas validé les sanctions des préfets. Néanmoins, je pense que les lois qui sont créées pour protéger des personnes ne doivent pas se retourner contre elles. Et donc, j'ai bien étudié avec sérieux et tous les documents juridiques et mes collègues de la fonction publique ce dossier. Le maire peut formuler un recours gracieux auprès du préfet. Moi, je souhaite que le maire de Bourg-en-Bresse, conformément à la loi, formule un recours gracieux et que le préfet l'étudie avec la plus grande bienveillance parce que les inégalités économiques, actuellement, elles sont en défaveur des femmes, elles ne sont pas en défaveur des hommes. Certains disent que les quotas, à terme, ça permettra de protéger les hommes, que la parité, à terme, protégerait les hommes. Bon, je ne rebondis pas sur cette affirmation-là, mais néanmoins, je crois qu'effectivement, on doit pouvoir regarder avec bienveillance la volonté d'embaucher davantage de femmes à des postes de haute direction et de responsabilité. Des militantes féministes et musulmanes ont pénétré le week-end dernier dans une piscine du 11e arrondissement. Elles voulaient se baigner en burkini et les maîtres nageurs, la direction de la piscine, tout ça, la police, tout le monde est intervenu. On a fermé, elles n'ont pas pu se baigner. Empêcher des femmes de se baigner en burkini, est-ce de l'islamophobie ? D'abord, définissons exactement ce qui se passe. Personne ne veut empêcher les femmes qui sont en burkini de se baigner. C'est comme si vous disiez « Ah, vous voulez empêcher les hommes en caleçon de se baigner, en caleçon long ». Non, simplement, moi je crois très profondément et très sincèrement que l'enjeu majeur de notre époque, c'est la question du respect des règles. Et ça vaut pour tout. Ça vaut Mais est-ce qu'il faut changer les règlements intérieurs des piscines? Non, ça vaut pour les gens qui jettent leur mégot par terre. C'est ce que demandent ces associations. Mais non, je ne le crois pas. Si on veut se camoufler les cheveux quand on veut se baigner, et c'est un souhait que je n'ai pas à débattre, on peut tout simplement être un bonnet de bain et respecter tout simplement les règles de la piscine. Mais derrière, je voudrais dire... On ne change pas les règles. Mais chaque règlement intérieur est ce qu'il est. C'est pas à moi de faire les règlements intérieurs des piscines, mais je suis assez dérangée par le fait que ça prenne un écho incroyable et qu'elles réussissent, ces militantes, à faire comme s'il y avait des millions de femmes en France qui réclamaient de se baigner en burkini. Je suis désolée, moi je reçois des centaines de courriers tous les jours. Je suis engagée depuis 15 ans sur la question des droits des femmes. Ce n'est pas vrai qu'il y a en France des millions de femmes qui se réveillent en disant « je souhaite aller à la piscine en burkini ». C'est le fait d'une minorité qui le fait parce que c'est une activité activiste de leur part. Je crois qu'il ne faut pas tomber dans ce piège. Il ne faut pas céder, mais surtout il ne faut pas tomber dans le piège de faire comme si c'était une revendication massive. Il ne faut discriminer personne. Les femmes de toute religion ont le droit d'avoir accès à la piscine. Simplement, quand le règlement dit qu'on vient non couverte et non vêtue, on ne vient pas avec des vêtements, tout simplement. On respecte les règles qui existent. Les injures dans les stades de foot. Oui. Pas que de foot d'ailleurs, parce que lorsque d'une tribune descendent des injures, la Ligue, est-ce que je vais employer le mot? Bon allez, je peux y aller, enculé, arbitre enculé, bon. Est-ce une injure homophobe pour vous? Bien sûr. C'est une injure homophobe? Tout à fait. Il y a plusieurs documentaires qui ont été réalisés sur ce sujet, notamment par Johan Lemaire, qui est un footballeur lui-même homosexuel, qui interroge de nombreuses personnalités du foot, Antoine Griezmann, Didier Deschamps et d'autres. Ça existe depuis toujours, ça existe dans d'autres tribunes. Oui, les violences conjugales aussi, ça existe depuis toujours, c'est pas pour ça qu'il faut l'accepter. Mais un conducteur dans sa voiture qui crie la même chose à un autre conducteur... Les injures homophobes, elles sont interdites. C'est vraiment homophobe? Oui. Ouais, bon. Qu'il s'agisse d'injures dans la rue. C'est vulgaire, oui, ça c'est certain,
Mais homophobe, vraiment? Alors, on peut rentrer dans le détail sémantique. En fait, pourquoi on crie, pourquoi quelqu'un crie à quelqu'un d'autre enculé, pour citer le mot. En fait, c'est une manière de le rabaisser et de lui dire qu'il est la personne pénétrée et pas la personne pénétrante, et que donc ce serait avilissant d'être la personne pénétrée quand on est un homme. Et donc derrière, c'est une idéologie homophobe. Ça a été expliqué par beaucoup mieux que moi et beaucoup plus sérieusement que moi par des sémiologues, des experts. Il faut interrompre les matchs? Je pense qu'il faut interrompre les matchs. Arrêter même certains matchs? Je pense qu'il faut interrompre les matchs, comme le prévoit le règlement, mais je pense surtout maintenant qu'il faut du dialogue. Je pense que là, il y a plusieurs arbitres très courageusement, Clément Turpin et d'autres, qui ont interrompu les matchs quand il y avait des cris ou des banderoles homophobes. Ils ont eu raison de le faire, je les soutiens très sérieusement. Néanmoins, je pense que maintenant, on est dans un temps de dialogue. D'ailleurs, c'est ce que fait la Ligue, et je salue le travail de Nathalie Bois de la Tour à cet égard. Il faut dialoguer avec les supporters, avec l'instance nationale du supporterisme, qui a souhaité reporter le rendez-vous, mais il aura lieu puisqu'elle veut d'abord consulter ses membres, ce qui est tout à fait louable. Et à la suite de cela, voir comment on travaille sur la prévention, la formation, très sérieusement. L'idée, c'est pas de stigmatiser le foot du tout, mais l'idée, c'est que chacun puisse venir en famille au stade, et qu'on puisse venir aussi au stade sans avoir des injures racistes, des cris de singe, des propos homophobes, des propos sexistes, etc. Tout simplement. Merci Marlène Schiappa d'être venue nous voir. Attendez. Pouvez-vous parler des mères qui perdent la garde de leurs enfants? Les femmes sont accusées de vouloir éloigner les enfants du père si elles veulent quitter leur mari, car les plaintes sont mises de côté. Voilà ce que me dit aussi Michel. C'est-à-dire? Regardez. Les femmes sont accusées de vouloir éloigner les enfants du père si elles veulent quitter leur mari, car les plaintes sont mises de côté. Mais ça nous prouve, elle a raison, et ce qu'elle dit nous prouve absolument qu'il faut arrêter de travailler chacun de son côté. Actuellement, vous avez parfois des JAF qui n'ont pas, c'est pas de leur faute, mais c'est parce que le système est fait ainsi, les juges d'affaires familiales, qui n'ont pas assez d'éléments de ce qui existe par ailleurs. On l'a vu dans le cas de Julie Douib, vous aviez eu par exemple un juge d'affaires familiales qui a attribué la garde des enfants à l'homme qui ensuite, quelques semaines après, a tué la mère des enfants qui avait au préalable perdu la garde de ses enfants. Ça fait partie, elle a raison, Michel, 58 ans de Charente-Maritime. Je voulais qu'on réponde à sa préoccupation. Merci Marlène Schiappa. Merci à vous. Merci, 8h55 RMC BFM TV.